Eh bien, Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectatrices et téléspectateurs de DN TV, bonjour. Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maurice Lagua, bonjour. Adrien Tchomakou, bonjour. Amis téléspectateurs et Internet, pardon, de DN TV, bonjour. Le micro de Laurent, Laurent sans micro. Sans micro, la voix ne sort pas. Ah oui. Donc, on va aborder rapidement, alors qu'il sonne, quelle heure à Vogmana. Il sonne 8h14 à Vogmana. Et donc, on va aborder rapidement les quotidiens, potentiel, fraternité, matin libre. Et puis, s'il y a d'autres informations, le matinal, pêle-mêle, on va aborder les informations. Laurent Roland, bonjour. Maurice Lagua, bonjour. Adrien Tchomakou, bonjour. Amis téléspectateurs et Internet, bonjour. Très bien, nous allons rapidement commencer par le potentiel de ce matin qui donc s'est intéressé à ce procès à la Criette en ce qui concerne les réserves administratives. Et puis le journal nous informe que les bénéficiaires illégaux de réserves administratives sont sommés par la Criette de rendre les parcelles. Et puis, espérant en vain une sanction, tout Abomey est en deuil. Laurent Roland Tonekes. Oui, je crois que j'ai annoncé les couleurs sur ce plateau. Et je crois que ce matin, Tchomakou sera d'accord avec moi pour dire que oui, au fond, dans ces affaires, souvent, c'est souvent peut-être du deux poids ou deux mesures. Je suis tenté de dire, on accuse des gens d'affaires de bradage et on se pose la question de savoir pourquoi maintenant on demande que ceux qui sont bénéficiaires rétrocèdent des parcelles. Alors qu'en réalité, ce qui aurait été fait, c'est d'abord de sanctionner d'abord les mises en cause, de les condamner. Et en la matière, on a pu voir dans la commune d'Abomey-Clavy ces affaires, les gens se sont retrouvés en prison. Mais ici, maintenant, on demande aux gens qui ont acheté de retourner les parcelles. Mais quand ces personnes vont retourner les parcelles, ceux qui ont pris l'argent chez eux, que ferons-nous de ces personnes? Je crois qu'il y a matière à réflexion. Et donc, le journal est en droit. Ou bien a raison de dire ce matin que tout Abomey est en deuil. Parce que quand vous avez des autorités qui se sont permis des actes illégaux par le passé et qui, normalement, devraient être sanctionnés, mais qu'en réalité, c'est les bénéficiaires de cette mauvaise gestion qui sont maintenant se retrouvent en difficulté, alors que peut-être ceux qui ont ces parcelles, la plus grande partie, peut-être qu'ils ne savaient pas que c'était des réserves. Ces personnes peut-être ne savaient pas, peut-être. Et donc, pourquoi aujourd'hui on demande à ces personnes de retourner? Retourner à quel prix? Est-ce que si ces personnes retournent, on va leur rembourser leurs sous? C'est autant de questions. Bon, je crois que la justice fait son travail. On ne va peut-être pas s'immiscer dans le travail de la justice, mais on aurait souhaité aussi que les personnes qui sont incriminées dans l'affaire répondent de leurs actes, de ce qu'ils ont pu faire. En l'occurrence, l'ancien maire Arance Oglele et bien évidemment le ministre délégué à la Défense, Noati, qui sont les premières personnes citées dans le dossier. Après ça, il y a plusieurs autorités. Est-ce que c'est parce que dans le dossier, il y a plusieurs autorités, parce que des noms ont circulé? Et on sait très bien que parfois des gens sont considérés comme les intouchables de la République et donc par conséquent, si on dit dans l'autre langue, hein, quand on vient, il vient d'en avoir en réalité. Donc pour ne pas aller à un niveau où les noms, puisqu'en réalité, si vous mettez Blaise Arance Oglele en prison, et qu'avec tout l'acharnement médiatique qu'on voit par rapport à Blaise Arance Oglele et avec tout ce que nous voyons par rapport à Noati, il se peut que quelqu'un dans le dossier arrive à se lâcher pour dire, ok, d'accord, je s'accepte d'aller en prison, mais voilà, je ne serai pas seul. Est-ce que c'est une manière de contourner ça que de demander aux bénéficiaires de retourner les parcelles? Je ne sais pas. Adrien Tchomakou, Laurent parlait de intouchable, mais je pense qu'il n'y a pas d'intouchable dans la République, puisque l'on a vu le maire Georges Bala aller en prison, on a vu quand même d'autres personnalités politiques dans ce pays aller en prison. C'est toujours sur ce régime-là. Mais bon, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des intouchables dans cette République? Il n'y a pas d'intouchable et il ne peut même pas avoir d'intouchable. Vous savez, quand vous regardez un peu le déroulement du feuilleton, c'est que je pense que c'est un dossier qui suit très bien son cours. Et Blaise Arance Oglele a été gardé à vue avant d'être mis sous convocation. Le ministre Noati... Il était écouté par la brigade, tu sais. Le ministre Noati a été écouté
Donc, je pense que c'est un processus qui suit très bien son cours. Ils sont actuellement une trentaine à être poursuivis, sans mandat pour le moment. C'est le début. Et je pense quand même que quand le procureur de la Criette demande à ce que les gens rendent les parcelles achetées, les parcelles, les réserves administratives dont ils occupent actuellement, je pense que c'est bien dit. Je pense quand même que les gens ne doivent pas continuer à s'asseoir dans du faux, à se vautrer dans du faux. C'est-à-dire, c'est un signal fort d'abord de dire qu'aujourd'hui, si vous voulez payer des parcelles, vous devez vous assurer qu'effectivement, il ne s'agit pas de réserve administrative. Qui sont ceux-là qui sont propriétaires de ces parcelles aujourd'hui? On les connaît. Quand le journal titre et il dit que tout Abomey est en deuil, je pense quand même que... Qui est mort? Qui est mort et tout Abomey est en deuil? Encore que s'il y a mort d'homme. Personnellement, c'est que les Aboméens veulent qu'on situe les responsabilités clairement. Les responsabilités sont en train d'être situées. C'est une manière de titrer, c'est une manière de parler que le journal a mis à placarder en manchette que tout Abomey est en deuil. Ce n'est pas parce que pour le moment X ou Y n'est pas encore mis sous mandat de dépôt qu'on va croire que c'est cet angle que le journaliste est en train de traiter. Non, je ne pense pas. Je pense quand même que quand nous allons lire en profondeur l'écrit de Ating Pator, Adrien, je pense quand même qu'il est en train de dire ceux-là qui sont bénéficiaires de ces parcelles qui ne doivent pas bénéficier, le fait qu'on leur impose à ce qu'ils les restituent à la mairie aujourd'hui, ça pose un véritable problème. Les gens ont déjà érigé des infrastructures, des maisons sur ces parcelles. Oui, mais c'est un domaine administratif. Il faut discipliner les gens. Et on doit continuer à discipliner les Béninois. Si c'est un domaine où aujourd'hui... Et ceux qui achètent des parcelles et après la justice ne prononce pas même, comment je vais dire, le verdict, et puis les gens courent et vont détruire tous leurs parcelles. Qu'est-ce que ceux-là vont dire? Je pense quand même que dans le cas d'espèce, la justice joue correctement son rôle. Et quand les gens vont restituer les parcelles, quand les gens seront impuissants de voir leurs immeubles détruits, ils sauront que dans des zones données, à un moment T, on ne doit pas payer des parcelles à 300 000, des parcelles à 500 000. Vous savez que cette zone, c'est une zone enviée de tous, c'est une zone qui peut-être doit coûter 5 millions, mais vous acceptez qu'on vous vende ça à 2 millions. Et on dit que non, que c'est la mairie qui vend, que c'est une cession, c'est ceci, ceci. Non, je pense que ça doit servir d'exemple à d'autres communes. On a vu le cas d'Abomey Calavi ici aussi, où beaucoup, ils sont très nombreux, même nos confrères des journalistes ont payé des parcelles à Abomey Calavi ici à 1 million de francs CFA. Et je suis sûr que tôt ou tard, cette affaire fera surface. Je dis et je persiste, il faut que, même s'il y a des infrastructures sur ces parcelles, que les gens restituent les parcelles. Maintenant, je vous surprends en vous disant que je ne suis pas d'accord. Je vous surprends en vous disant que je ne suis pas d'accord. Je suis désolé de vous voir parler comme ça. Écoutez, ceux qui sont bénéficiaires de ce domaine-là, en réalité, il y en a pas mieux qui sont les gros bonnets. Mais il y a des gens qui sont battus toute leur vie pour leur économie. À qui on a proposé des parcelles. Attendez, et c'est leur dernier recours. Laissez-moi finir. Et ils ont acheté les domaines. En fait, ce que je dis, je ne dis pas qu'il ne faut pas rendre ces verdicts. Je dis cette manière de Quelle solution vous proposez? Cette manière de dire que les gens doivent retourner les parcelles. D'accord. Vous avez une solution. Moi, j'ai une solution. Attendez, les gens vont retourner les parcelles. Moi, j'ai une solution. Mais qui va les dédommager? Parce que ceux dont on parle ici, c'est des autorités administratives qui sont en erreur. Ce n'est pas des individus. Oui, mais les individus aussi sont en erreur. Cela suppose que avant d'acheter une parcelle, il faut se renseigner. Eux, ils ne savent pas les domaines administratifs, où se trouvent les domaines administratifs à Abomey. Moriagua, si je vous propose une parcelle à Golo ici, et que je vous dis que ça appartient, parce que Tumakou est dans le système, et que je vous dis que c'est à Tumakou. Attendez, c'est un exemple que vous donnez, c'est un exemple que je donne. Que je vous dis, et d'ailleurs même si, parce que les gens sont capables de faire de fausses conventions de vente avec nom de propriétaire. Attendez.
Et on vous propose, c'est une réserve, mais on vous montre une convention bien réelle. On vous dit, on dit que le domaine appartient à une famille. Vous achetez, vous ne pouvez pas savoir que c'est une réserve administrative. Ce que je dis ici, je suis d'accord que les gens ont acheté des parcelles qui, en réalité, ne sont pas... Ils ont acheté dans l'illégalité. Mais est-ce que parfois, tous... ils savent bien, ils achètent. Non, il y en a. À Godomé, là, ils ont vendu, Ça, tous les domaines. Tout ce qui est espace... Entre copains administratifs, ils ont tout fait ce ça. qui est espace administratif, ils ont vendu à Godomé. Il faut que la criette aussi me règle ce problème-là. Les jeunes ne peuvent plus jouer au football, ils ne peuvent plus rien faire à Godomé. Je suis sérieux. Je suis d'accord qu'ils vendent ça. Mais il y a des gens, malheureusement, parce qu'ils veulent de l'argent, ils proposent à tout le monde. Il y a des gens qui naïvement peuvent acheter. Naïvement peuvent acheter. Et peuvent se rendre compte après, parce que c'est quand l'affaire va éclater maintenant, qu'ils se rendent compte qu'en réalité, ce qu'on leur a vendu, au fond, c'était une réserve administrative. C'est de ça que je parle pour dire, trouver le moyen alors de dédommager certaines personnes là, parce que au début, quand on veut lui vendre, d'abord même, ce n'est pas le maire qui vient vendre. Et ce n'est pas une agence. C'est ce que je voudrais dire. Attendez, le maire peut ne pas être mis sous mandat de dépôt. Attendez. Ils seront très nombreux à ne pas être mis sous mandat de dépôt parce qu'ils ne sont pas impliqués à une hauteur donnée. Ce n'est même pas le maire qui vend. C'est toute une équipe. Le maire de ces jeunes-là, ces bons garçons-là. Le maire au bureau. Oui. On lui rend compte. On lui rend compte. Écoutez, ça dépend. Les jeunes viennent vous voir, vous disent, nous avons une parcelle à Carrefour, Ita, dans l'angle de rue là. Et on vous propose ça. C'est le jeune ou bien les clébés. Oui, mais jeune clébé. Et c'est toute une machine. Et on vous vend ça. Et après, ça éclate, vous vous rendez compte que, au fond, ce qu'on vous a vendu, c'est faux. Et c'est quand tire l'affaire qu'on se rend compte que, en fait, quelque part, il y a le maire, ou bien l'agent au maire, ou bien un conseiller communal quelque part, ou un chef d'arrondissement. Donc, en réalité, dans cette situation, les gens vont retourner les parcelles, d'accord. Mais en dehors des gros bonnets, qui ont fait du copinage. Ce n'est pas les parcelles, hein. Ils vont retourner leurs immeubles avec tout ce qui... En dehors des gros bonnets qui ont fait du copinage avec les autorités administratives de l'époque pour acheter, les citoyens simples, par exemple, qui n'ont peut-être pas l'information, qui ont acheté, on fait de quoi de ces personnes? C'est de ça que je parle. En fait, je dis, nous sommes tous égaux devant la loi. Maintenant, je vous ai posé une question. Qu'est-ce que vous proposez comme situation palliative? Non, mais il faut... Si les gens ont d'autres parcelles ailleurs, ils n'ont qu'à rendre, ils n'ont qu'à essayer de voir. Non, il faut voir. Et leur prendre des parcelles qu'ils ont Il faut voir ailleurs. le mode de cession de ces domaines aux supposés propriétaires et voir s'il y a possibilité de déranger certaines personnes, de les relocaliser ailleurs. C'est tout simple, c'est possible. Voir dans le lot, il y a des gens que peut-être malheureusement qu'on peut relocaliser. Il y a des gens qui sont gros bonnets, qui parce qu'ils étaient copains à Blaise ou bien copains à Nouati, à un moment donné, ont bénéficié de cette grâce-là, ont eu des domaines. Jusque là, on n'a pas dit que le ministre Nouati a été impliqué. Ils ont été écoutés. Regardez à Bonokavi, par exemple. Moi, j'ai eu le dossier de Aconville, par exemple. Il y a tout un lot. Ils ont acheté ça à 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. À l'époque, la parcelle était au minimum à 5 millions là. Et ça, c'est un ancien maire qui a vendu ça. Le dossier est là toujours. Et quand ça va exploser un jour, un jour, quand ça va exploser... Laurent Roland Tonnequet, si on va donc gérer tous les dossiers de parcelles, nous tous, on va dormir sur les arbres. Parce que vraiment... Oui, c'est vrai. Tu peux avoir ma proposition? Oui. Moi, ma proposition, elle est très simple. C'est-à-dire, on nous parle de réserve administrative. Si, aujourd'hui, on fait un audit, on inventorise le lieu et on constate qu'il y a déjà beaucoup d'immeubles, beaucoup de maisons érigées sur les parcelles. Il faut que la CREET, la justice, impose à ceux-là qui occupent illégalement les lieux de payer un complément à la mairie, de payer de l'argent à nouveau à la mairie. Et aujourd'hui, on fait les papiers et c'est tout comme si la mairie est en train de leur vendre ça à nouveau. Ça, ce sera le prix à payer. C'est le prix à payer. Vous comprenez? Oui. Secondo, si la zone peut être déclarée d'utilité publique, on déclare la zone d'utilité publique et on dédommage les gens. Vous comprenez ce que je dis? On va les dédommager. Le gouvernement déclare la zone. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à ceux qui sont reconnus impliqués? Ils vont rembourser. Ceux qui sont... Ils vont rembourser ou bien se retrouver en prison. C'est tout simple. Si quelqu'un... En fait, ça dépend du degré d'implication.
si des gens sont impliqués à une hauteur donnée, c'est au juge et au procureur d'en décider s'il faut les poursuivre avec mandat ou sans mandat, ou les condamner avec sursis, ou bien... Quel souci? S'ils sont coupables, ils iront en prison. Il n'y Écoute, aura pas de favori. Comment on dit que des gens vendent du domaine public? On ne les a pas encore condamnés avec sursis, Laurent. On ne les a pas encore condamnés. Je suis d'accord, mais il faut des propositions. Enlevez celui-ci là. Ils sont coupables, ils iront en prison. Ils iront en prison. Écoutez, ça va servir de leçon. J'ai dit qu'il y aura des gens qui seront purement et simplement libérés. Oui, ils sont innocents. Ils sont innocents. D'accord. Il y aura des gens qui seront impliqués. Qui sont impliqués, mais qui sont là. Les 10 doigts et les 10 orteils ils iront en prison. Vous avez dit ceci. Il y aura des gens qui, ça dépend du degré d'implication, on peut les condamner à 5 ans ou à 2 ans de prison avec sursis. C'est ça. S'il était juge, on l'appellerait juge suicide. Juge avec suicide. Notre confrère Vigile à Roncey a été condamné à 12 mois de prison avec suicide. Ne comparez pas. Donc il doit avoir des condamnations avec suicide. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette comparaison. Laissez ce pourquoi on a condamné Vigile à Roncey. Si on doit en parler, vous savez très bien ce que vous pouvez dire par rapport à ça. Mais à moins que vous ne vouliez pas dire. Ce n'est pas l'objet du débat. On ne va pas comparer à Roncey avec des gens qui ont bradé le domaine public. Pardon. S'il vous plaît. Pas de comparaison. Adrien Tchoumakou, est-ce que je vous ai posé une question par rapport à Roncey ce matin? Bon, ok, merci. On va continuer. On va continuer. Ce que je ne comprends pas, Laurent Roland-Tony, qu'est-ce que Adrien Tchoumakou? Le CSC a démarré une lutte farouche contre les Gaïmans, au nord, au sud, partout. Mais on voit un quotidien qui parle aujourd'hui de regain de cybercriminalité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont les apprentis maintenant qui travaillent? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Attendez. On nous a dit qu'on a coupé les têtes ou bien? Les cybercriminels, eux tous, ne sont pas en prison. Ah, mais vous les voyez tous les jours dans la rue? Ah. Mais écoutez, ils sont pleins. C'est vrai. Vous pensez que... Vous arrivez à les reconnaître? Les cybercriminels? Oui. Non, mais vous vous amusez, oui. Les gars sont encore là. Ils se paient. Et d'abord, c'est des réseaux. Ceux qui sont en prison continuent de donner la main à ceux qui sont dehors. Des apprentis. Ah ben, écoutez, en fait, la cybercriminalité, c'est quoi en réalité? C'est un ordinateur ou un portable. C'est comme du terrorisme. Mais c'est un ordinateur ou un portable. Maîtriser certains sites, manipuler et comment manipuler. Et puis, comment savoir comment proposer telle offre ou faire ci, ça. C'est pas compliqué, vous pouvez le faire vous-même. Ah, moi, non. Non, mais c'est une manière de parler. Mais pour vous dire quoi? En réalité, quand on parle de cybercriminalité, mais il y a même des gens qui sont debout comme ça, même qui sont parfois autorités, mais qui sont cybercriminels. Quand on parle de cybercriminalité, ce n'est pas que l'affaire des jeunes. Il faut connaître les rouages, quoi. Les gens continuent d'opérer. Et comment on va faire? Parfois même au vu aussi de tous. Comment le CSC va faire? Non, écoutez, à un moment donné, c'est parce que... Parce que là, c'est comme une ruche, là. Une ruche d'abeilles. Mais la fin, ce n'est pas pour demain. Le CRC fait un travail très remarquable, très important. Je suis d'accord. Mais la fin, ce n'est pas pour demain. Parce que aussi longtemps que certains parents continueront à protéger les enfants, aussi longtemps que certains copains continueront à protéger leurs amis, c'est que le système... D'abord, une seule personne qui reste encore dans la société peut réussir à contaminer une multitude et ça va reprendre à tout moment. Et d'ailleurs, ceux qui sont en prison, écoutez, ceux qui sont en prison maintenant vont vivre de quoi en fait, vous pensez? Ils vivent de quoi? Parce qu'on leur a pris tout. Et donc, de là-bas, quand un petit frère vient, le voit, il dit au petit frère, bon écoutez, c'est difficile pour moi. Le petit frère dit, mais il faut aimer le bon. Et il lui donne les astuces. Parce qu'il faut vivre là, qu'il vive là-bas. Et une fois que le lien n'est pas coupé, le petit opère ici et parfois demande conseil à son grand frère. Fofo, je suis bloqué à tel niveau, qu'est-ce que je peux faire? Puisqu'il a l'expérience, de là-bas il opère. Donc, je crois que le véritable problème, c'est à ce niveau. Les gars sont en prison, il y en a parmi eux qui sont en prison, qui ont des parents qui vont les nourrir. Mais il y en a qui peut-être sont en prison, qui n'ont aucun parent pour les nourrir. Ils ont tout perdu. Mais ne soyez pas surpris que ces personnes de la prison continuent à opérer. Parce qu'ils n'ont pas d'autres situations alternatives.
Ah, situation alternative. Oui. Mais le fraternité dit qu'il faut trouver la meilleure alternative pour discipliner la jeunesse. Oui, la meilleure alternative, c'est d'abord, je le dirais jamais assez, c'est de créer de bonnes conditions pour les jeunes. Création d'emplois. Oh, attendez. Est-ce que vous pensez que ça va... Je vais vous dire. Le gars, il a pris goût. Non. Non, je parle de ceux qui n'ont pas encore pris goût. D'accord. Qui sont encore là sur le carreau, qui ont des diplômes, qui ont des compétences, qui n'ont pas trouvé à faire, mais qui cherchent peut-être une porte de sortie. Et à tout moment, quand vous leur proposez ça, ils se disent, mais finalement, je perds quoi à faire ça? Oubliant les risques d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il vaut mieux trouver une porte de sortie. Et parfois, vous et moi, nous avons eu la conscience de nous battre pour nous retrouver quelque part. Mais pour d'autres, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas cette patience nécessaire. Donc, je crois qu'il y a bien des choses à faire dans la communauté pour détourner les jeunes. D'abord, c'est la sensibilisation, l'éducation et en même temps l'emploi. Quand l'emploi est disponible et que les jeunes ont une porte de sortie. Pourquoi pas l'auto-emploi? L'auto-emploi. Il faut financer l'auto-emploi. Mais les jeunes. Mais il faut financer, vous avez bien dit financer. Qui veut financer? Ouais. Vous êtes jeune, vous allez à la banque, vous déposez un projet. Tout le monde que c'est... Le gouvernement a proposé les prêts de 100 000 francs et tout ça, là, non? Je préfère ça ne ne suffit pas. Je préfère ne pas continuer. Adrien Tchobankou, trouver la meilleure alternative pour discipliner la jeunesse, la meilleure alternative, c'est quoi, selon vous? Oui, la meilleure alternative, c'est de faire en sorte que nos jeunes, ceux qui viendront après nous, après ces jeunes qui sont en prison maintenant, ne tombent pas dans les mêmes erreurs. En fait, il s'agira de quoi? C'est-à-dire, quand nous prenons l'éducation, à part l'éducation à la base, où chaque parent doit donner de très bonne éducation à son enfant, le gouvernement, le pouvoir central, doit œuvrer à ce que on puisse revoir un peu notre curricula, ce que nous apprenons aux enfants à l'école. C'est ça. Il faut désormais que, selon le journal Fraternité, ce que le journal propose, c'est que l'éducation scolaire soit suivie des pratiques en même temps. Vous apprenez quelque chose, c'est comme, je ne dirais pas, je ne vais pas donner un exemple, mais je vais donner l'exemple de ce qui se passe au Ghana, par exemple, dans des écoles anglophones, où quand vous apprenez quelque chose, vous faites la pratique. Nous devons revoir les curricula, ce qu'on inculque aux enfants, ce qu'on apprend aux enfants. Le gouvernement doit changer de fusil d'épaule par rapport à ça, pour que quand les enfants auront leur diplôme, il faut que ces enfants, ces jeunes, savent faire quelque chose en même temps. Nous ne devons pas continuer à poursuivre les mêmes formations, les formations diplômantes. C'est des formations diplômantes, mais certifiantes, mais des formations qui pourront nous permettre de faire quelque chose avec nos mains, avec nos propres mains. C'est de ça qu'il est question. D'entreprendre. On doit promouvoir l'entrepreneuriat. Ce ne serait pas pour demain. Ce ne serait pas pour demain. Vraiment parce que le chemin est long. Oui. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est, je l'ai dit à l'entame, c'est avant et après tout, la formation. Pas la formation, je parle de l'éducation de base. Si papa est voleur, si papa est un bandit, c'est clair que l'enfant même sera ainsi. La maman, qu'on ne dise pas seulement, qu'on ne mette pas l'éducation de l'enfant sous le coup de la maman. Papa n'a qu'à revoir un peu plus son emploi du temps pour s'occuper de son enfant, de l'éducation à la base de son enfant. Rester plus à la maison. Le père doit parler plus à l'enfant que la maman. C'est le contraire, nous vivons dans notre société. Au Bénin, on pense que l'éducation de l'enfant, c'est la maman. Or, c'est le couple, c'est les deux. Donc, très bien. Les parents doivent plus s'occuper. Si l'enfant, moi je dis toujours quelque chose, à moins que les choses changent, je dis, aucun de mes enfants ne sera cybercriminel. Parce qu'il n'y a pas de jour que je ne leur prodigue du bon et sage conseil. Il faut que tous les parents puissent se dire ça et puis ça. Se donner comme défi cela. Et là, on va espérer que les choses vont changer. Je crois que le dire, c'est bien.
Mais il faut créer les conditions. Parce que quand vous le dites, vous donnez des conseils aux enfants tout le temps, c'est bon. Mais quand vous ne créez pas aussi, puisque je sais que lui crée les conditions pour les enfants, mais il y a des parents qui ont le discours. Mais l'acte n'accompagne pas le discours. Quel acte devrait accompagner? Oui, mais quand vous dites quelque part que votre enfant ne soit pas cybercriminel, mais que vous n'investissez pas dans son éducation, et que c'est vous qui êtes tous les soirs en train de siroter une bière quelque part, sans pouvoir vous rappeler de son avenir, ce n'est pas le discours. Et qui ne vous voit pas quand vous sortez le matin, quand vous revenez, il ne vous voit pas. C'est le discours, d'accord, mais il faut... Il va suivre ses amis peut-être. Voilà, parce qu'à un moment donné, l'enfant a des besoins. L'enfant a des besoins. Et quand l'enfant a des besoins que vous ne réagissez pas, l'enfant est tenté de chercher des solutions. Et dans la recherche de solutions, des amis peuvent lui proposer des portes de sortie. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé avec la cybercriminalité. Beaucoup de jeunes issus de familles pauvres, malheureusement, à un moment donné, étaient en difficulté et des camarades leur ont proposé des portes de sortie. J'en connais plein qui... Et c'est à cause de ça qu'ils vont abandonner l'école en classe de 5e pour devenir cybercriminels? Écoutez, ce dont on parle, c'est profond. Ce n'est pas de leur gré, en réalité, à un moment donné. Moi, j'ai connu peut-être des moments de difficulté où à un moment donné, je pouvais virer de ce côté-là. Mais peut-être que moi, j'avais la conscience nécessaire pour ne pas aller là. Mais d'autres n'ont peut-être pas cette maturité d'esprit pour refuser dans certaines mesures. D'ailleurs, même ce dont on parle, le gars est là, on vient lui proposer, bon, tu proposes de vendre un chien sur Internet, et là, tu es là, on dit que tu as 100 € ou 50 €. Le gars n'a rien fait. Et on lui montre le chemin. Il gagne ça une fois, deux fois. Vous pensez qu'il va se détenir aussi facilement? Ce n'est pas facile. Et après, on lui propose qu'il peut proposer de vendre une voiture en ligne. Il peut vendre l'étoile rouge aussi. Oui, mais donc pour dire quoi? Au fond, ce n'est pas le fait nécessairement des enfants en réalité. C'est le fait de la communauté, de la société qui en réalité n'est pas assez solidaire pour accompagner certains jeunes à un moment donné et qui, se sentant négligés, abandonnés de la société, cherchent leur porte de sortie. Et en cherchant le porte de sortie, peuvent se retrouver dans tous les schémas possibles ou peut-être c'est la cybercriminalité, ou bien c'est l'assassinat, le meurtre, un certain nombre de choses. Monsieur Moril, vous savez, moi j'accuse plus les parents dont les enfants sont des cybercriminels et se retrouvent aujourd'hui derrière les barreaux. Parce que les gens doivent beaucoup investir dans l'éducation de leurs enfants. Et moi j'invite toujours les gens à investir. Et c'est pour ça que je dis, si vous n'êtes pas capable d'avoir 5 enfants, faites 3 et mieux s'occuper de ces enfants. Écoutez, moi je serais fier d'un parent qui est admis à la retraite en location et son enfant réussit sa vie que d'avoir des immeubles et d'avoir des enfants criminels. C'est de ça qu'il est question. C'est l'éducation de l'enfant. Et l'éducation à la base est la meilleure. Il y a mieux que l'éducation à la base. On doit tous s'y atteler également, suivre ce que Laurent a dit, mettre les moyens à disposition des enfants. Tout au moins le minimum. Tout ce que vous avez comme fortune, mettez ça à la disposition de l'éducation de vos enfants. Quand vous avez... Et observez vos enfants. Observez les enfants. Suivez les enfants. Le plus important, c'est le suivi. Quand j'ai un téléphone de 110 000, 80 000 que moi, père, j'utilise, et que mon enfant rentre un jour, je vois un téléphone de 400 000 dans sa main, je dois pouvoir l'interpeller. Et moi, je le dis haut et fort. Le jour, je verrai un portable. Ou bien lui arracher ça. Non, mais le jour, je verrai un téléphone de 400 000 dans la main de ma fille ou de mon garçon, je l'amène au commissariat. Il va s'expliquer là-bas. Parce que je le tape sauvagement à la maison, on va me dire, comment vous appelez, maltraitance d'enfant, non. Donc, il n'y a pas de problème. S'il vient chez moi un jour avec un téléphone de 400 000, alors que moi, je ne lui ai pas donné 400 000 pour acheter un téléphone, il n'y a pas de problème. Je le mets dans ma voiture ou sur ma moto simplement. Allons-y, c'est pas où on va. Certains parents prennent le téléphone de 400 000 et remettent pour 70 000. Oui, et l'enfant va encore chercher. Non, nous, on va au commissariat. Et tu vas expliquer là-bas comment tu as eu les 400 000. Si tu n'expliques pas, on te met en garde à vue. Parce que pour moi, quand ça commence comme ça, l'enfant se sent responsable et se discipline. Mais l'enfant vient et c'est le papa qui dit. Et après, parfois même, l'enfant, une petite fille de 15 ans, 16 ans qui commence à faire les cheveux longs jusqu'aux fesses, elle rentre quand elle veut, elle porte des tenues sexy. Et le papa, parce que vous avez... Chez qui? Non, chez qui on va faire ça? Parce que vous avez vécu dans la pauvreté,
vous voulez permettre à votre fille de faire de la débauche parce que vous pensez qu'en faisant ça, vous sortez de la pauvreté. C'est une aberration. Et après, les conséquences sont là. Soit c'est peut-être une cuisine qui finit par l'enceinte, elle se retourne à la maison. Elle ne connaît même pas le père. Avec la grossesse. Et donc, je crois que c'est les parents qui doivent être, les parents, notamment ceux qui n'ont pas les moyens, ça commence par eux d'abord. Ceux qui ont les moyens et qui pensent que tout est permis pour les enfants doivent aussi se rendre compte que, attention, tout n'est pas permis. Ou bien, même si tout est permis, tout n'est pas utile. Il faut à un moment donné siffler la fin de la récréation pour que les enfants vous donnent. Parce que demain, quand on va dire, citer le nom de mon enfant, comment t'appelles-tu? Il appellera le nom de famille de son père. On dira, mais tu connais tel, c'est mon père. Attention, je crois que les parents doivent prendre leurs responsabilités. Très bien, on va aborder en 2-3 minutes le dernier sujet de ce jour. C'est à la une de Matin Libre que je vais demander à Marcel Yaddo de m'afficher. On parle de perspective des élections générales de 2026. Un nouvel appel à talons. Yahi ne démarre pas. Oui, je pense que Boni Yahi ne doit pas démordre parce que tout ce qui concerne la paix, nous devons l'encourager. C'est vrai, on voit à travers Yahi les démocrates, mais je pense quand même que quand quelqu'un prône la paix, nous devons l'accompagner, nous devons l'applaudir. Boni Yahi, c'est à la faveur, selon ce que j'ai suivi, c'est bel et bien la faveur d'une prière à Parakou, une séance de prière à Parakou, qu'il a fait une petite déclaration. Il appelle le chef de l'État, Patrice Talon, à organiser une assise nationale, une assise politique. Une assise politique. Et pour Boni Yahi, c'est que les élections générales de 2026 sont déjà à nos portes et qu'il faille que toute la classe politique se retrouve pour pouvoir aplanir certaines divergences et savoir quelle conduite tenir. Je pense que Boni Yahi, dans sa politique de promouvoir la paix, joue convenablement, correctement son rôle. Moi, je l'apprécie pour ça. C'est vrai, on voit derrière, tel que je le dis, les démocrates, mais si déjà Boni Yahi prône la paix, s'il demande à une assise politique nationale, c'est une demande, oui. Assise politique nationale, pourquoi encore? Non, en fait, vous savez, pour Boni Yahi... On a déjà fait des assises, non? C'était quand, Laurent? C'est en 2019 ou 2000? Pardon, 2019. 19 assises, il y a eu des assises, non, assises politiques ou quoi? Ça, c'était en 2020. Assises nationales. Vous aimez trop les assises. C'était dialogue initié par le gouvernement. Politique, c'était dialogue initié par le gouvernement. Maintenant, Boni Yahi... Vous aimez trop les assises. Moi, je suis fatigué de rester assis. Il faut passer aux vraies choses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler les problèmes? Ce que je dis, Boni Yahi est en train de prôner la paix. C'est la paix. C'est toujours dans cette politique. Oui, mais on est en guerre. On ne peut jamais être en guerre au Bénin. Mais c'est quoi le problème? Mais c'est quand même bien de prévenir, de préserver ce que nous avons en bien, qu'est notre démocratie et la paix. Vous comprenez ce que il dit 2026 pointe à l'horizon et que c'est déjà à nos portes. Le Bénin, depuis 1960, n'a jamais organisé des élections générales. Et que c'est pour la toute première fois. Il a peur de quoi? Et que... Le Bénin a organisé des élections, non? Écoute, le Bénin a organisé des élections. Boni Yahi est allé un peu plus loin. C'est pour cela que je dis, on voit un peu en lui les démocrates derrière. Parce qu'il a parlé des désiations. On a eu des années d'élections ici. Il y a eu des années où on a organisé 2 élections, 3 élections la même année. À l'Assemblée nationale où on a désigné... Il n'y a pas péril dans la demeure encore. Pas du tout. Il n'y a pas péril dans la demeure. Il ne peut pas avoir même péril dans la demeure. Mais il est en train de prévenir. Qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public en 2026. Qu'il n'y ait pas de soulèvement. Et c'est au regard de cela que lui, il souhaite qu'il y ait une assise politique nationale. Je pense quand même que même si cette analyse, même si cette assise ne sera pas organisée, c'est quand même bien qu'il fasse cette proposition. C'est vrai qu'on voit Boni Yahi à la guitare, on le voit faire des dons, on le voit ces derniers jours aller jouer au football et on voit à travers ses propos qu'il est en train de baliser le terrain pour les démocrates
pour, je dirais même, comment il s'appelle, le président de les démocrates, qui a pressenti candidat pour la présidentielle de 2026. On verra bien. Mais c'est bon. C'est quand même bien que Boni Yayi parle ainsi. Laurent Roland Tonekes, moi je pense quand même que ce n'est pas la peine d'effrayer qui que ce soit. Ce n'est pas la peine de tenir des propos qui montrent qu'il y a péril dans la demeure, qu'il y a crise, il y a des choses comme ça. Moi, c'est mon avis. Pourquoi faire un lien, un rapprochement avec les élections générales en 2026, comme si nous n'avons jamais organisé des élections. Les institutions sont en place et les structures sont en place compétentes pour faire le travail. Pourquoi alarmer? Pourquoi faire peur aux gens? Non, je ne pense pas que Boni Yayi est en train d'alarmer. Je ne pense pas que Boni Yayi est en train de faire peur. Écoutez, la réalité est là quand même. Et on a vu 2019, où il y a eu exclusion. On a vu les conséquences. On a vu 2021, où il y a eu une sorte d'exclusion aussi. On a vu les conséquences. Boni Yayi, en réalité... Oui, c'est derrière nous, tout ça. Non, comment c'est derrière nous? Vous pensez que c'est véritablement derrière nous? Vous savez, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de tension en 2020? Il n'y a pas eu de tension en 2020 parce que dans toutes les communautés, il y avait des candidats. Dans toutes les communes, il y avait des candidats. Et donc, il n'y a pas eu d'exclusion pour autant à ce niveau. Même si des partis n'ont pas pu aller aux élections. Mais la majorité, dans la majorité, ceux qui pourraient faire office de candidats, la grande partie, il y en a qui étaient candidats. Et donc, il se fait que la tension, on n'a pas observé ça pour autant. Pourquoi est-ce qu'en 2023, on n'a pas eu de tension pour autant? Patrice Talon a réussi à extirper deux éléments essentiels de Tchaourou et de, comment vous appelez? Patrice Talon, le président de la Sénat? Non, maintenant, suivez-moi d'abord. A réussi à extirper deux éléments essentiels qui sont désavoués dans leur communauté. À Tchaourou, bien évidemment, et à Savé. Je parle de Kounola et de Bagoudou, qu'il a réussi à nommer, les envoyer loin du Bénin. Parce que dans leur communauté, la tension qu'on a observée dans cette localité, c'est parce que ces personnes sont accusées de trahison parce que, étant proches de Boni Yayi par le passé, leurs frères l'ont lâché pour suivre Patrice Talon. Et les gens ne voulaient pas les voir dans les communautés. Et ça était source de tension, par exemple. Mais en même temps, on a pu avoir la participation des démocrates aux élections. Ça a baissé la tension. Mais nous approchons de 2026. Et là aussi, là où c'est un danger qu'on doit, en tout cas, on doit faire très attention pour ne pas tomber dans les mêmes travers de 2019 et 2021, c'est que en 2026, nous avons une élection générale. Ouais. Élection générale sous-entend quoi? Présidentielle, législative et communale. Et à ce niveau, il y a eu des pratiques qu'on a pu observer. Au cours des... Parce que 2019, c'était exclusion, donc c'est deux partis qui sont à l'élection, on peut comprendre ça. Mais en 2020, 2021 et 2023, on a pu observer un certain nombre de pratiques que je ne vais pas citer ici. Et si ces pratiques revenaient en 2026, ça peut embraser le pays. Parce que si vous êtes dans votre communauté et que vous allez aux élections, je donne un exemple simple, vous avez un parti, je dis parti du peuple, PP par exemple, que vous allez aux élections. Vous avez un candidat pour la présidentielle, ou bien vous n'avez pas réussi à avoir les parrainages pour la présidentielle, mais vous allez aux élections législatives, communales. Mais dans certaines localités, vous avez la majorité. Et qu'on sent clairement que vous avez la majorité. Et qu'après, on vous dise que c'est tel parti qui a eu les 10% qui a la majorité, et qu'on veut en tout cas, vous arracher ce que vous avez comme suffrage, ça peut créer des tensions. Donc, c'est de s'asseoir maintenant. Il faut donner à César ce qui est à César. Voilà, c'est de s'asseoir dès maintenant pour réfléchir sur les possibilités de sortie de crise ou bien de ne pas couvrir une crise en 2026. Parce que Boni Yayi aujourd'hui, dans la posture, il ne sera plus candidat. Mais à un moment donné, il décidera d'être faiseur de roi. Et quand il est faiseur de roi, et qu'il est écouté dans une partie du Bénin, et que même d'ailleurs, il réussit maintenant à parcourir tout le territoire national, c'est stratégique ce qu'il fait. Et si quand c'est lui qui fait ça, qui va au contact des populations, qui parle avec les populations, avec un discours donné qu'on lui connaît, et que c'est encore lui qui appelle à cette unité assise nationale, je crois que le pouvoir à place ferait mieux de l'écouter. Et d'aller négocier pour telles divergences ici et maintenant. Faire en sorte qu'en 2026, les résultats des unes soient respectés. Faire en sorte qu'en 2026, que la Cour constitutionnelle ne se sente pas redevable vis-à-vis d'un pouvoir qu'il a installé,
que la Sénat ne se sente pas redevable vis-à-vis d'un pouvoir qu'il a installé, mais que la Sénat donne les résultats issus des urnes et que la Cour constitutionnelle vienne confirmer ces résultats. Donc, si, en résumé, que les institutions se sentent redevables du peuple, c'est-à-dire du peuple. L'intérêt général du peuple. Quand Boni le dit, ce n'est pas qu'il alarme, mais il nous dit, écoutez, nous avons connu une situation malheureuse. Pardon, n'allons plus sur ce terrain. Travaillons à préserver notre paix. Le Bénin a été un modèle. Mais en 2019 et 2021, ce modèle-là n'est plus en tout cas en soi un modèle. Comment nous devons faire pour colmater les brèches, retrouver les filles et fils, s'asseoir autour d'une table, ceux qui sont en exil. Je ne dis pas que... En tant que médiateur en Guinée, il a réussi la mission. Mais écoutez, la Guinée, on l'a envoyé en mission. S'il va en mission, moi je crois que ce que les gens font comme comparaison, c'est une bêtise. On vous envoie en mission sur un territoire étranger. Les gens n'ont pas la même culture que vous. À un moment donné, vous avez votre bonne foi. Vous avez votre volonté de faire les choses. Mais s'ils n'arrivent pas à s'entendre, ils ne veulent pas vous comprendre. On ne peut pas vous attribuer cet échec. Nul. Vous allez envoyer Bobo Sanju là-bas, il peut échouer. Vous allez envoyer Goodluck Jonathan là-bas, il peut échouer. Vous allez envoyer les anciens présidents, ils peuvent encore échouer. Ce n'est pas parce que les Guinéens, à un moment donné, peut-être... Est-ce que les Guinéens vous ont dit qu'on ne s'est pas entendu à cause de Boni Yayi? Ils n'ont pas dit ça. Jusqu'à après, vous comprenez. Merci à vous, c'est fini. Il n'y a plus rien à ajouter. C'est fini. Le temps passe. Et je pense que s'il y a d'autres choses à ajouter, ce sera lundi ou mercredi. Voilà. Merci, Laurent Roland-Tonné. C'est moi. Merci. Merci à vous. Voilà. Et Marcel Yedo, on va poursuivre donc ce plateau. Vous aurez le temps de dire aux choses, c'est fini. La politique, vous aimez trop la politique. Ça va. On va passer à la société. Et donc, on va...